Bonjour, bienvenue sur ce webinaire de découverte de 4D V13. Donc Thibaut, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Michel Biraghi et Thibaut, tu es reconnu mondialement pour tes pitreries. C'est pas vrai. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques celle-là. Là. Eh bien, je suis de retour du Japon la semaine dernière, conférence développeur, où j'ai présenté la V13 avec l'équipe japonaise et qui a reçu un accueil merveilleux. Donc, si je comprends bien, on est devenus les ninjas du webinaire? Oui, à peu près. On a pu bien s'entraîner et maintenant on a répété tout ce qu'il fallait en mouvement pour être cool. Ok. Bon, on espère que vous allez avoir un excellent webinaire. On est vraiment ravis de vous avoir. On a eu plus de 250 inscrits sur cet événement. Donc là, les gens continuent à rentrer là pendant les dernières secondes. On va démarrer. Alors l'ordre du jour, c'est une courte introduction sur 4DV13, suivie d'une présentation le plus visuelle possible. Hein. C'est un webinaire, donc on va essayer de parler le moins possible et de vous montrer le plus de choses possible. Ça va être dur, faut parler. On va vous laisser ensuite une petite minute sans son pour qu'on puisse traiter les différentes questions-réponses qui vont arriver pendant la présentation. Et ensuite, on aura 10 minutes pour y répondre. Donc voilà, bienvenue une fois de plus. On est surtout ravis d'accueillir toutes les personnes qui ne peuvent pas venir aux conférences parce qu'elles habitent trop loin, que ce soit en territoire d'outre-mer pour la France ou que ce soit dans d'autres pays francophones, en Afrique, au Québec, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Au sujet du Q&A, des questions-réponses, vous pouvez tout de suite lancer vos questions. Donc pour cela, vous allez en haut de votre écran, vous avez un menu que vous déployez, vous cliquez sur le bouton Q&A et vous saisissez votre question. Voilà, on vous écoute pendant tout le webinaire. Donc KDV13, c'est une version majeure. On en a une à peu près tous les 18 mois à 2 ans. Donc là, on est dans la moyenne. Ça fait 20 mois qu'on a lancé la version V12, maintenant on est la version V13 qui est imminente, qui va bientôt sortir, n'est-ce pas Thibaut? Elle devrait sortir bientôt, mais tu vas nous donner la date? Je connais la date, mais j'ai pas le droit de la dire. Bon, d'accord. Donc KDV13, c'est la suite de KDV12, c'était vraiment dans la lignée directe de la série V11, V12. Ça veut dire qu'elle bénéficie de sa stabilité, de sa puissance, des fonctionnalités existantes, et que la transition va être extrêmement facile de la version 12 vers la version 13. Donc, on n'est pas capable de vous montrer tout ce qu'il y a dans V13. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Le but de cette démonstration aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu global, général, une overview, comme on dit en anglais. On a sélectionné une série de thèmes qu'on va aborder. Parmi ces thèmes, j'ai un petit souci de présentation. Mon ordinateur semble coincé. Cool. Non, voilà. Excusez-moi. Donc, parmi ces thèmes, on a fait une petite sélection. On va vous parler de la zone web qui, désormais, intègre le WebKit. On va voir avec Thibaut quelles sont les conséquences de cette intégration. On va parler du Source Toolkit. Alors, le Source Toolkit, c'est le nom qu'on a donné à une nouvelle série de commandes dans le langage qui va vous permettre de manipuler votre code source. On va également voir un aspect très important de la V13 qui est l'enrichissement des listbox qui a vraiment reçu beaucoup de nouveautés, de nouvelles commandes, nouveaux paramètres. Ça va prendre une bonne partie de notre présentation aujourd'hui. La base de données, il y a principalement deux nouvelles fonctionnalités du côté moteur de base de données. L'une d'entre elles, ça va vous paraître un peu mystérieux, c'est l'indexation des images. Vous vous demandez comment est-ce qu'on peut indexer des champs images, vous allez voir ça. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Du niveau du langage, on a beaucoup de nouvelles commandes, 76 exactement, et on a des modifications. Donc on ne va pas tout vous montrer, mais on va vous montrer le principal. Et le gros morceau, je dirais, de cette présentation, c'est le serveur web. Le serveur web a été complètement réécrit, il est tout neuf, flambant neuf. Et donc là, Thibaut va s'attarder pas mal sur cette présentation. On abordera également le client HTTP qui apporte énormément en termes de productivité. On verra pourquoi, c'est quelque chose de très simple et très puissant. Et enfin, quelque chose qu'on ne montrera pas, c'est tout le travail de fond qui est effectué sur 4DV13.
je dirais comme sur KDV12 et les versions précédentes, à chaque version, on a quand même beaucoup de code modifié, du code invisible que vous ne voyez pas, mais qui est réellement là, et à chaque version apporte son lot de modifications. Par exemple, pour 4DV13, on a continué sous Mac ce qu'on a appelé la décarbonisation. Après une phase de carbonisation que Apple nous a recommandé il y a quelques années, et bien là on est dans une phase de décarbonisation que Apple nous recommande également depuis quelques années. Et ça c'est un travail continu très lourd qui nous implique de modifier beaucoup de lignes de code et surtout de les tester, puisque étant donné que c'est invisible, il faut absolument être sûr que les modifications sont stables. Et puis par exemple pour Windows, on est en train de se libérer de la librairie Altura, qui est apparu au moment où 4D est devenu cross-platform entre Mac et Windows, et maintenant on s'en sépare petit à petit, donc on a encore du travail à terminer de ce côté-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous montrer évidemment, mais qui fait partie intégrante de la V13. Voilà. Donc Thibaut, si je comprends bien, tu vas commencer à nous parler de la nouveauté de la zone web. Qu'est-ce qui se passe dans la zone web? Les zones web existent depuis la V11 et la plupart des développeurs s'en servent pour afficher une information en mode connecté. Typiquement, on affichait une Google Map correspondant à l'adresse d'un client. Quelques-uns s'en servent pour faire des interfaces, une partie de leur interface riche en mixant les technologies, en mixant une zone web et des objets 4D standards, boutons ou listbox, en utilisant JavaScript, HTML5, CSS3, pour faire des interfaces. Dans ce cas-là, on est confronté à un problème assez important, c'est que vous le savez, sur Mac, la zone web utilise Safari pour le rendu HTML et sur Windows, Internet Explorer, ce qui peut impliquer beaucoup de code pour faire en sorte que l'interface développée sur une plateforme fonctionne parfaitement sur l'autre. Donc, ce qu'on a fait en V13, c'est qu'on a intégré le WebKit à 4D. Ça devient une brique logicielle à part entière, ce qui apporte deux intérêts principaux. Tout d'abord, une indépendance de plateforme. Ayant le même rendu, le même moteur de rendu HTML sur les deux plateformes, vous développez votre interface une seule fois et elle fonctionne de la même façon sur les deux plateformes. Donc un gain de temps très important en développement et en debug. Ça apporte aussi la stabilité puisque vous êtes protégé, si je puis dire, des mises à jour du système fait par l'utilisateur qui, en upgradant Internet Explorer ou Safari, pourrait casser certaines formes d'affichage, je sais pas, une vieille CSS qui n'est plus supportée ou des choses comme ça. Et ça se fait de façon extrêmement simple, il suffit de cocher une case. Pour la zone web, on utilise ou non le WebKit intégré. Je vais vous montrer un exemple, si on peut switcher sur mon écran. Voilà, ça nous prend quelques secondes. Ouais. C'est bon? Ouais, je pense que c'est ton écran qu'on voit. Ouais. Oui. Voilà, vous avez ici un formulaire 4D qui mixe les technologies. Donc en haut, ici, une zone web. Voilà. Ici, une zone web. Et en dessous, une zone d'image 4D et une listbox. Et ça fait un joli effet coverflow que les utilisateurs éventuellement attendent, puisqu'ils sont au quotidien en train d'utiliser ces technologies riches dans leur mobile, leur tablette, leur desktop. Donc, on a fait ça dans 4D en implémentant une fois pour toutes. Quand on clique sur l'image, on affiche l'information correspondante. Donc, une belle interface qui peut correspondre aux besoins de certains de vos utilisateurs, mais en simplement transférant cette base de données, cette application en Windows, voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez tout de suite que c'est beaucoup moins beau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici il manque des ascenseurs sur le côté, là, voilà, des flèches, il n'y a pas d'effet de scaling des images, il n'y a pas de reflet, et il y a une espèce de focus qui n'a rien à faire dans un effet coverflow. Donc, pour réussir à faire cette interface moderne, coverflow sur Windows, il va vous falloir énormément de code, de JavaScript, de CSS pour adapter. Sauf qu'en V13, vous vous contentez pour la zone web de cocher la case
WebKit intégré, ici, d'enregistrer, et voilà le résultat. Voilà, on a bien le cover flow tel qu'on voulait, avec les flèches droite et gauche correctement affichées, le scaling de l'image, le reflet, etc. Et exactement le même comportement sur Mac que sur Windows. Donc, en intégrant le WebKit, vous avez économisé énormément de temps en développement, parce qu'il suffit de cocher une case. Alors, là, il y a un petit blanc, hein, on switch de... On n'est pas encore des pros, on dirait. Si, on est des super pros, mais on a des machines lentes. Hein. Ouais. Donc, le WebKit va nous permettre de gagner du temps, de gagner du test également, d'économiser des erreurs. On va parler maintenant du Source Toolkit. Le Source Toolkit, c'est un ensemble de commandes qui permet de manipuler son code de façon dynamique. Donc auparavant, là où vous utilisiez des plugins, là où vous utilisiez peut-être du code 4D ou des macros, vous avez maintenant des commandes natives pour réutiliser, pour générer pour faire de l'introspection, pour manipuler votre code. Et Thibaut va nous montrer un exemple de ce qu'il est possible de construire avec le Source Toolkit. Oui, on va voir dans quelques instants un exemple de code, mais quand Jean-Michel parle de gérer dynamiquement le code, on parle de tous les types de méthodes, c'est-à-dire les méthodes projet, les méthodes bases, etc. Vous pouvez lire et écrire le code et créer une méthode projet, par exemple, dynamiquement, et surtout vous y accédez très simplement et naturellement par des chemins. Ceux d'entre vous qui ont déjà voulu manipuler leur code dynamiquement l'ont fait avec des plugins, des macros, en utilisant des ID, des numéros qui ne signifient pas grand-chose. Là, maintenant, vous avez un chemin. Dans le premier exemple, pour accéder au code du bouton stockage du formulaire entrée de la table facture, vous écrirez méthode lire code en passant ce chemin d'accès. C'est donc beaucoup plus simple et naturel à manipuler. Vous pourrez aussi récupérer les listes des méthodes selon leur contexte. Si vous les rangez dans des dossiers, vous pouvez demander les méthodes d'un dossier. Vous pouvez récupérer les noms de formulaires et ensuite de tous les objets. Vous pouvez filtrer, demander les méthodes dont le nom commence par, se termine par, en utilisant arrobase. Vous pouvez aussi lire et écrire les commentaires globaux qui sont gérés dans l'explorateur avec leur texte stylé si vous avez utilisé cette fonctionnalité de l'explorateur. Mais on est allé vraiment plus loin dans cette fonctionnalité, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dynamiquement lire et écrire les attributs des méthodes, c'est-à-dire ce qui est exécuté sur serveur, invisible, etc. Ce qui peut être une partie importante de votre développement au moment où on fait tout ça, avant de livrer, on fait une espèce de vérification sanitaire du code et on peut par exemple chercher les méthodes exécutées sur le serveur pour être sûr qu'elles méritent de l'être. Enfin, tout cela, comme l'a dit Jean-Michel, c'est un ensemble de commandes 4D. Ce sont des commandes 4D avec lesquelles vous allez construire vos propres outils adaptés à vos besoins. Et vous allez bien sûr vouloir probablement vous créer un seul outil pour tous vos développements. C'est pourquoi ces méthodes fonctionnent quand elles sont appelées depuis un composant. Depuis un composant, elles renvoient les informations sur la base hôte. Enfin, si vous travaillez en équipe, à plusieurs 4D remote sur un 4D serveur, eh bien ces commandes fonctionnent également en mode remote. Je vais passer à une rapide démonstration d'un composant qu'on a appelé Source Toolkit, justement du même nom, qui a été développé par 4D, qui est un composant qui sera très très prochainement disponible dans source.4d.com, on communiquera dessus une fois qu'il sera prêt, et qui est un parfait exemple d'utilisation de ces commandes. C'est-à-dire que quand vous prendrez le composant, vous regarderez le code, vous pourrez fouiller l'intérieur et probablement vous en inspirer pour développer votre propre outil. Voilà, ici j'ai une application de gestion d'événements et à l'intérieur un composant, le Source Toolkit. Et juste en utilisant les méthodes du Source Toolkit, j'arrive par exemple à ce genre d'interface dans lesquelles je liste toutes mes méthodes projet.
et je peux les filtrer par attribut. C'est-à-dire, je veux savoir celles qui sont exécutées sur le serveur, je clique cette boîte. Je veux savoir celles qui sont invisibles, je clique celle-là. Et je peux donc dynamiquement trouver ce qui m'intéresse. Par exemple, les méthodes compiler, voilà, celles qui commencent par compiler. Et je peux les modifier les attributs. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des méthodes compiler, vous le voyez dans la liste, qui sont visibles. On voit dans l'explorateur à gauche qu'elles sont effectivement visibles. Je veux les rendre invisibles. Eh bien, on peut dynamiquement, ce composant vous montre comment le faire, rendre les méthodes invisibles, et vous allez voir qu'elles sont rendues invisibles, y compris dans l'explorateur. Et si on était en client-serveur, tout le monde verrait immédiatement ces choses se mettre à jour. La façon de faire ça est très simple. Je passe en mode trace et je vais cocher cette case. Alors voilà un petit peu de code. Il s'agit tout simplement d'appeler la méthode, méthode fixée attribut avec une constante. Ici, avec attribut visible. Et voilà, méthode fixée attribut, c'est tout. Alors, j'en profite pour vous montrer le débugger. Le débugger est nouveau, enfin, le contenu du débugger est nouveau, il utilise l'éditeur de code. Donc, vous avez le contracté déployé dans le débugger. Vous avez les numéros de ligne dans le débugger, il y a un nouveau menu contextuel, etc. Je ne m'étends pas là-dessus, mais il va vous permettre d'être vraiment encore plus performant. Nous repassons sur les slides. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans ce Source Toolkit, hein, vous le verrez, notamment une façon de gérer son flux, les appelants, les appelés, de suivre un peu ce qui se passe au niveau de son code et d'exporter son code. Et justement, j'y viens en parlant d'exporter, là on vient de faire les exemples. Vous pouvez maintenant, grâce à ce set de commandes, exporter votre code, c'est-à-dire l'exporter en fichier texte, ce qui va vous permettre par exemple de le documenter ou de fournir des informations réclamées parfois dans certains appels d'offres, mais aussi pour ceux d'entre vous qui utilisent des sources contrôle, vous allez pouvoir utiliser votre version contrôle système avec les fichiers texte générés, puisque aucun système de contrôle de version ne fonctionne avec des fichiers binaires, comme le fichier de structure. Vous allez pouvoir sortir votre code, gérer les modifications et le réimporter. Alors, on n'a pas intégré dans 4D un système de contrôle de version, parce que si on demande à 10 développeurs différents quel système ils utilisent, on va avoir 10 réponses différentes. SVN, Git, Mercurial, Perforce, etc. Donc là, vous pouvez vraiment créer vos outils adaptés. Si vous êtes un développeur solo, ça reste extrêmement intéressant d'exporter son code pour comparer, par exemple, deux versions de la même méthode. Là encore, vous le verrez dans le composant, Jérôme a mis en place un système de comparaison très efficace qui vous permet graphiquement de voir les différences entre deux versions d'une même méthode. Donc, ce que tu nous as montré, en fait, Thibaut, dans l'exemple, c'est en fait une sorte de base d'exemple. Hein. Oui, c'est une application exemple qui va être publiée très prochainement, alors qui en soi est déjà très fonctionnelle, ouais, mais qui, j'espère, va beaucoup servir à illustrer l'utilisation qu'on peut faire de toutes ces commandes. Voilà, donc elle sera à disposition en même temps que la sortie de 4DV13 pour vous permettre de vous inspirer de toutes ces commandes et de voir comment les réutiliser de votre côté. On passe maintenant au gros morceau de la présentation, c'est le nouveau serveur web. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été écrit from scratch, depuis zéro. En fait, c'est pas tout à fait exact. Il est tout nouveau dans 4D parce qu'en fait, le serveur web de 4DV13, c'est le serveur de Wakanda. Il a été commencé dans Wakanda quand on a fait le constat qu'on voulait, dans les deux cas, Wakanda et 4D, avoir un nouveau serveur web. C'est-à-dire c'est un serveur web qui soit moderne, adapté aux API des systèmes et prêt, surtout c'est ça qui est important, prêt pour les 10-20 prochaines, disons les 10 prochaines années. Donc, en fait, on aurait pu, en fait, plutôt que réécrire un serveur, on aurait pu réutiliser des briques existantes, des serveurs qui sont disponibles en open source, etc. On s'est posé la question, effectivement, est-ce que le temps qu'on va prendre à réécrire le
le serveur vaut le coup, pourquoi ne pas utiliser un existant? Et en fait, la réponse, on a pris le temps d'y réfléchir, et en fait, on veut un serveur vraiment sur mesure, c'est-à-dire qu'il soit simple et efficace, qui veut dire qu'il ne doit pas être pollué par plein de fonctionnalités dont on n'a absolument pas besoin dans le cadre d'une application web 4D. On a aussi besoin, au niveau du C++, à un très bas niveau, de gérer la mémoire comme on l'entend nous, gérer le cache, gérer, gérer la mémoire. Mais très important, il faut que ce soit parfaitement intégré. Il faut que le serveur web soit capable d'être intégré aux utilisateurs et groupes, aux accès de bases de données de 4D, à l'exécution de code 4D, et aussi qu'il soit compatible avec vos développements existants, puisque la compatibilité est quelque chose qui a toujours compté dans 4D. Au bout du compte, ça aurait demandé beaucoup trop d'intervention dans le code source original d'un autre serveur web, sans parler de la maintenance que ça implique. Donc il a été beaucoup plus efficace de créer notre propre serveur web sur mesure qui permet de répondre vraiment à vos besoins, c'est-à-dire d'avoir un serveur performant et toujours aussi facile à configurer et à installer. On clique, dépose l'application, on double-clique dessus, on coche 3 cases et on a un serveur web fonctionnel. Mais quand tu dis performant, vous avez fait, enfin, tu as fait des tests, tu as fait des benchmarks, tu as fait des mesures? On a bien évidemment testé ce serveur web, on a utilisé JMeter comme injecteur, on a simulé des charges du serveur et on a fait des tests qui je dois le dire, m'ont rendu très content. Ah bon. C'est bien. Et comment c'est arrivé? On a beaucoup amélioré les performances à plein d'endroits du serveur, dans les gestions des buffers, etc. Mais je vais vous prendre 3 exemples qui expliquent les nouvelles performances. Tout d'abord, maintenant, on compresse automatiquement la réponse. Tous les navigateurs modernes, je dirais même récents, demandent des réponses compressées VZIP. Donc maintenant, en V13, ils ont la réponse compressée. On a changé les algorithmes du cache, qui est beaucoup plus performant et qui maintient ce qui est stocké dans le cache, c'est la version compressée des fichiers statiques. Donc une deuxième requête sur le même fichier est beaucoup plus rapide. Et enfin, alors un grand chantier, le serveur web est maintenant préemptif à son plus bas niveau. C'est-à-dire que, contrairement aux versions précédentes, il est capable de traiter plusieurs requêtes simultanément. Pour prendre un exemple simple, si vous avez 4 cœurs et 4 requêtes en même temps, elles seront traitées exactement en parallèle. Il y a juste, si c'est une requête dynamique qui demande l'exécution de code 4D, où ce thread préemptif sera suspendu le temps de l'exécution de la requête. Mais tout ce qui est acceptation de la requête, traitement, analyse, parsing et préparation pour l'exécution, puis le retour, est fait en préemptif. Donc on a fait des benches. Et sur notre application de test en servant des pages statiques de différentes tailles en V12, on arrivait à envoyer en moyenne 41 requêtes par seconde. Et simplement en passant en V13 sans rien changer, on faisait 4 fois plus. Donc vraiment juste en changeant de version de 4D. Tout ça a été fait sur une machine 4 cœurs dont on avait désactivé 2 cœurs. Donc ces tests sont valables sur 2 cœurs. Mais quand on est passé à 4 cœurs, eh bien, les performances ont été bien plus considérables et on est arrivé à être 12 fois plus rapide en moyenne. Et sur certaines pages très lourdes, on arrivait à être 70 fois plus rapide puisque demander un fichier de 50K, en V12 on envoie toujours 50K, en V13 on envoie 4K de texte parce que c'est comprimé. Donc vraiment les performances sont au rendez-vous. Mais en fait, là, tu nous parles de pages statiques. Une base 4D, une application 4D, elle a besoin de servir des données dynamiques à travers le web. C'est pour ça qu'en fait, ne nous méprenons pas. Ne nous méprenons pas. Je ne dis pas qu'il faut se servir de 4D juste pour servir des pages statiques. Tu as raison, on veut gérer ces données. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin d'aller vite, même quand on sert des pages statiques. On a besoin d'aller vite. Et avec ce serveur web, on va vite. Et là où je veux insister, c'est qu'il faut bien réfléchir à ce qui doit vraiment être dynamique. Si on prend l'exemple d'une application qui, par exemple, servirait à gérer le serveur web d'une société qui vend des imprimantes, la fiche produit de l'imprimante, la description de l'imprimante, il n'y a aucune raison de la renvoyer dans une requête dynamique. Il suffit de créer la page statique qui décrit l'imprimante et ses caractéristiques,
et de la récupérer dans le navigateur. Donc il faut vraiment, pour tirer pleinement parti, spontanément, pour tirer pleinement parti du nouveau serveur web, vous allez en tirer parti dans vos bases converties, mais si vous voulez scaler, si vous voulez aller encore plus de puissance, il va falloir réfléchir à ce qui mérite d'être dynamique. Alors, sur le côté dynamique, justement, on a ajouté plusieurs commandes, vous verrez dans les détails. Alors, oui, je fais une petite parenthèse, Jean-Michel l'a dit au début, pendant ce webinaire, on fait un overview, je ne sais pas comment le traduire, un aperçu des principales fonctionnalités. La documentation de mise à jour fait 250 pages, donc en une grosse demi-heure, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'on ne monte pas tout. Mais là, je voudrais vous parler des gestions des sessions. Pourquoi on gère des sessions sur le web? C'est parce que HTTP n'a pas de mémoire. HTTP, quand un serveur reçoit une requête, le même client qui renvoie 2 requêtes pour le serveur, c'est à chaque fois une nouvelle requête. Aucune mémoire, même pas celle d'un poisson rouge. Si je prends l'exemple d'un client, d'un utilisateur qui va lister des contacts, puis cette liste de contacts, il va la trier par nom ou prénom, eh bien, la première requête va créer une sélection, la deuxième va créer une sélection et la trier par nom, la troisième va créer une sélection et la trier par ville. Donc à chaque fois, à chaque requête, alors qu'il s'agit du même client, du même utilisateur, à chaque fois on va créer une nouvelle sélection. Donc ce qu'on fait en V13 avec la gestion de session automatique, c'est que tout ce temps pris pour restaurer l'état, c'est-à-dire créer une sélection, mais ça va plus loin que ça, là dans le slide je parle que de ça, mais ça va charger la fiche courante, restaurer ces variables process, etc. Tout cela est fait automatiquement et il n'y en a plus besoin. C'est géré par la gestion d'un process. Un process est attribué à une session et ce même process est dédié à cette session. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de recréer les sélections, recharger les fiches courantes, etc. C'est la gestion automatique de session qui contient différentes commandes pour gérer les sessions, avec, bien sûr, la main vous est donnée pour vous permettre des réglages fins de time-out de session, de nombre de process concurrents autorisés, et la gestion des cas où vous voulez quand même stocker l'état, stocker les sélections, les fiches courantes pour les restaurer plus tard en cas de besoin. Donc, on a vu l'étendue des modifications qui ont été apportées sur le web en termes de performance, de modernité, tout en conservant la facilité d'emploi qu'on avait traditionnellement dans le serveur web de 4D. Nous, on l'a mis en test, en fait, le serveur web de notre côté, on l'a mis en service, et on a transformé, en fait, la base de connaissances américaine qui s'appelle la Knowledge Base. On l'a passée en version 13, et ça fait déjà des mois qu'elle fonctionne en version 13. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur cette nouvelle interface, c'est bêta-kb.4d.com, et vous verrez la différence avec l'ancienne base qui est kb.kd.com. Vous verrez que les performances et la rapidité de ce serveur est vraiment visible. Non, ça allait déjà très très vite. Hein. Ok. Donc là, pour le côté web aussi, il y a un côté client, on travaille aussi du côté client, et là, ce que tu vas nous montrer, c'est très simple, et tu vas nous parler de productivité. Ah oui, la V13, c'est énormément au sujet de la productivité, de votre productivité. C'est-à-dire il y a beaucoup de parties de la V13 dans lesquelles vous allez gagner un temps considérable en temps de développement, en nombre de lignes de code, et donc en maintenance. L'exemple typique que je vous donne maintenant, alors vous avez vu avec la gestion des sessions par exemple, c'est déjà le cas. Avec le client HTTP, c'est encore plus criant. C'est-à-dire que récupérer une ressource sur Internet, maintenant, c'est aussi simple que ça. Vous passez l'URL et vous récupérez le résultat. Vous n'avez rien d'autre à faire. 4D se charge de tout, y compris selon des réglages, des authentifications, y compris des proxys, etc. Alors ça, vous pouviez le faire avant. Typiquement, les Internet commandes, c'était pas forcément du code compliqué, mais enfin, c'était plusieurs lignes de code à maintenir, à faire évoluer quand il y avait besoin, etc. Là, on peut, en une seule ligne, récupérer plein d'informations différentes, et je vous montre l'exemple.
vous avez ici un simple HTTP GET de texte, vous voyez. On peut difficilement faire plus simple. Je passe une URL et je reçois la réponse dans une variable texte. Voilà, une ligne de code, j'ai récupéré toute la page Google. .fr. Alors, ça pourrait être une autre ressource texte, peu importe. Les images fonctionnent de la même façon. Pour récupérer une image, HTTP GET, l'URL de l'image et une variable image. Donc, HTTP GET s'adapte, adapte le résultat en fonction du type de la variable que vous lui passez. Quand j'exécute ça, j'ai récupéré mes images. Le binaire fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que, oui, mais là, ça ne va pas marcher, j'ai fait un super rangement. Tu as perdu tes... Oui, j'ai perdu mes trucs, c'est pas grave. HTTP GET sur une... ici, je veux récupérer par exemple un fichier. Eh bien... Qui ne se trouve plus au même endroit. Si celui-là se trouve au même endroit. Donc, je ne vais pas faire blob vers document, il va échouer, j'ai plus mon dossier sur disque. C'est juste pour vous montrer que j'ai récupéré mon PDF qui fait effectivement 118K, et en faisant blob vers document, je pourrais créer mon fichier PDF sur disque. Je vous épargne l'erreur et je m'épargne l'humiliation de cette erreur qui va arriver. Mais vraiment, l'idée, c'est de vous permettre de coder en une ligne de code la récupération d'informations sur le net. Et c'est aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que si le HTTP GET ne vous suffit pas, on vous a fourni aussi des commandes qui sont le HTTP request, qui vous permettent de faire des posts, des puts, d'être beaucoup plus, si vous voulez être plus pointilleux, je dirais, sur votre requête, avec, là encore, tous les outils nécessaires, sans cas de besoin, pour gérer des options, récupérer les en-têtes, etc. Donc tu nous as parlé de facilité, de productivité. On va maintenant parler d'un autre aspect en productivité, c'est les listbox. Les listbox font partie de 4D depuis maintenant longtemps, depuis la version 2004, et on n'a pas cessé d'y travailler, mais on a tellement travaillé sur les listbox en V13 qu'on a failli appeler la V13 la 4D V13 LB. Un peu comme la V11 SQL, tu sais. Bon, finalement, on a renoncé, on vous a épargné ça, on a laissé V13 tout simplement. Mais les listbox, c'est quand même bien, oui. Thibaut. Oui, les listbox évoluent depuis la 2004. Elles ont commencé par pouvoir afficher des tableaux, puis des sélections, puis on les imprime, on les affiche de façon hiérarchique. À chaque version de 4D, il y a vraiment un focus qui est mis sur les listbox. Et en V13, on a vraiment fait vraiment un gros effort sur les listbox pour répondre en grande partie à vos demandes. Si vous avez demandé des pieds, on a mis des pieds, verrouiller les colonnes, vous pouvez verrouiller les colonnes, vous vouliez contrôler la saisie, aligner verticalement, vous pouvez le faire. On a même mis des fonctionnalités que vous n'aviez pas demandées. Et maintenant, en V13, on a en tout 42 commandes pour gérer les listbox. Donc vraiment un focus, comme on dit, qui a été mis sur les listbox pour vous permettre de faire quasiment tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous donner très rapidement 3 exemples. Ici, il faut que je partage mon... Pardon. Ici, vous ne voyez pas encore, mais vous allez voir dans peu de temps, une listbox affiche un calendrier. La case taille automatique en haut à droite est juste du code dynamique qu'on a écrit qui fait que sur redimensionnement des fenêtres, on change la taille des colonnes. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire dans ce genre d'interface. Ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est-à-dire que quand on diminue la taille de la fenêtre, vous voyez, l'ascenseur horizontal est apparu en bas et je peux faire défiler mes colonnes sur la droite. La première colonne qui affiche les heures est verrouillée. En structure, c'est très simple, c'est une propriété, nombre de colonnes verrouillées. Mais tout ça peut se faire aussi dynamiquement. Lock until this colonne veut dire verrouiller jusqu'à cette colonne. Je n'ai pas traduit ma propre base de démo. Donc là, je peux, par le langage, il y a listbox fixé, colonne fixée, verrouillage colonne, vous permet dynamiquement de modifier le nombre et l'affichage des colonnes verrouillées. Ça, c'est le premier exemple rapide. Le deuxième, ici, on simule une gestion de budget avec des dépenses et des recettes, et j'affiche dynamiquement des pieds. Donc voilà, vous avez ici les pieds
qui bien sûr ne défile pas quand je change quand je fais défiler l'ascenseur vertical, et les pieds peuvent afficher des calculs. Alors les calculs de toute la série de commandes fonctions statistiques, donc je peux afficher le maximum, le minimum, le total, la somme, etc. Et chaque pied est individuel, c'est-à-dire que je peux changer le calcul pour un de ces pieds, mettre la moyenne ici, le maximum là, etc. Et je peux également afficher ce que je veux dans un pied. C'est-à-dire que soit on affiche une fonction mathématique, soit on affiche quelque chose qu'on a appelé custom, donc personnalisé. Par exemple ici, total dépense, c'est un pied personnalisé qui me permet d'afficher un libellé. Chaque pied est individuel et peut être modifié par les commandes du langage qui accèdent aux objets. Par exemple ici, par un simple objet fixé couleur RGB, j'affiche en rouge la valeur la plus petite et en bleu la valeur la plus grande, qui va changer selon que je fais le maximum, minimum, etc. Donc une gestion totale des pieds de page qui peuvent aussi varier en hauteur, qui peuvent aussi varier, vous avez vraiment un contrôle total sur les pieds. Le dernier exemple que je veux vous montrer, c'est quelque chose qui n'avait pas été particulièrement demandé, mais qui est extrêmement utile, c'est la hauteur des lignes. On peut fixer la hauteur des lignes en pixels depuis depuis que les listbox existent quasiment. Au passage, vous voyez ici que l'alignement se fait verticalement au centre. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'afficher la taille en ligne. C'est-à-dire qu'ici, je demande à afficher une seule ligne. Et là où on a un gain, un gain en rapidité de code, c'est que si je change la taille de la police qui est affichée dans ma listbox, la hauteur des lignes se recalcule automatiquement. 4D fait ça pour moi, alors qu'auparavant, je pouvais faire quelque chose comme ça, mais il fallait qu'en fonction de la taille de la police, je change la hauteur de la ligne en pixels. Et ça peut être très compliqué pour avoir un affichage parfait si vos clients finaux, si vos utilisateurs finaux sont un peu pointilleux sur le look and feel, parce que calculer la hauteur exacte nécessaire pour afficher une police selon sa taille peut être assez compliqué. Alors que là, 4D le fait pour vous, selon la taille de la police, la hauteur de la ligne va changer. Donc c'est une fonctionnalité parmi d'autres sur les listbox. Les listbox acceptent aussi, on va rejouer ça, les listbox acceptent aussi, j'arrive pas à parler tout en faisant les slides, hein, c'est dommage quand même, hein, cette limitation. Je suis là pour ça, pour t'aider. Oui, que tu vois, je parle, j'y arrive pas. Et oui, deux choses à la fois, c'est dur. Donc, oui, mais là du coup j'en étais où? Oui, voilà. Donc, contrôle de saisie, c'est vous pouvez gérer avant que la cellule ait le focus, vous pouvez refuser l'entrée. Les événements, les nouveaux événements vous permettent de gérer le déployer contracté et un appui sur le bouton de suppression. Alors, il y a plein de nouveaux getters et setters. Vraiment, il y a un gros focus qui a été mis sur les listbox. Et c'est pas terminé, donc il reste encore beaucoup de choses à faire sur les listbox, tu crois? Il reste très peu à faire, je pense. Il y a très peu. On est pratiquement au bout de ce qu'on peut faire de mieux dans l'évolution des listbox. Je vise toujours la perfection, Jean-Michel. Donc je ne pourrais pas dire qu'on a fini, mais je pense qu'on a quand même, en V13, il y a quand même de quoi faire. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a évoqué la notion d'indexation d'images. Ça m'intrigue un peu, ça. Oui. Et tu as raison d'être intrigué. Et je vais te l'expliquer un tout petit peu plus tard. Là, pour le moment, je vais d'abord parler d'une autre fonctionnalité qui est le document store, c'est-à-dire la possibilité de stocker des textes, images ou blogs en dehors du fichier de données, qui est une nouveauté de la V13 et qui peut avoir un intérêt dans plusieurs cas. Par exemple, quand vous avez un énorme volume de données, par exemple vous avez des gigas, voire des téras d'images à stocker, ça n'a pas de sens de les conserver dans le fichier de données. Là, grâce à ce nouveau système, vous pouvez les garder à l'extérieur du fichier de données et les afficher, les modifier. 4D se charge de gérer le fichier sur disque automatiquement. Vous pouvez aussi, c'est le deuxième cas, vouloir partager ces données. Un exemple typique, c'est par exemple vous développez une application de gestion d'une agence immobilière, eh bien vous voulez pouvoir peut-être partager les images avec
avec le serveur web de l'agence, de telle sorte que les images d'appartement soient partagées entre 4D et le serveur web. Donc avec cette fonctionnalité, vous pourrez le faire. Alors maintenant, j'en viens effectivement à l'indexation des images. Alors l'indexation des images, c'est vrai que ça peut faire bizarre comme terme, et en fait, ce n'est pas vraiment les images qu'on indexe, ce sont leurs mots-clés. Vous savez que les images peuvent contenir ce qu'on appelle des métadatas. Eh bien, cette nouvelle fonctionnalité permet d'indexer les mots-clés IPTC des images. Donc, quand une image est mise dans la base de données, automatiquement, 4D va détecter qu'il y a des métadatas, des métadatas de type IPTC et importer les mots-clés, ce qui vous permet après de faire une recherche de ce genre en utilisant l'opérateur chercher mots-clés du langage. Je vous montre un exemple. Dès que j'ai partagé mon bureau, je suis partagé. Ouais, c'est bon. Voilà, donc j'ai ici juste une table toute bête, hein. C'est pour montrer qu'il n'y a pas d'autres champs associés. Une table de client avec un champ photo qui est indexé sur index des mots-clés. Elle est affichée ici dans une listbox et je vais pouvoir chercher en fonction des mots-clés. Donc on a récupéré les mots-clés avec des valeurs distinctes, etc. Et voilà, par exemple, si je veux chercher les gens qui sourient et qui ont un chapeau, voilà, vous voyez, il s'agit juste, donc là on fait une boucle sur chacun des items sélectionnés dans les combo box, et je cherche dans les clients ceux dont la photo contient le mot-clé. Et voilà, ça y est, je les ai. Donc vous pouvez imaginer tout un système très simple d'importation d'images 4D, les index pour vous, et permet à vos utilisateurs, enfin à vous dans vos développements, d'offrir à vos utilisateurs des dialogues de recherche sur les images. Et donc la recherche s'est faite sur le champ image. Et non pas sur un champ texte ou autre chose. Donc on pouvait faire ça, ce genre de choses. C'est vraiment le même extrait que la gestion de session, que le HTTP client, etc. On pouvait le faire avant. Il suffisait d'avoir un champ texte, extraire vous-même les métadatas, les mettre dedans, etc., etc. Maintenant, hop, vous cochez la case. Génial, super. Alors, tiens, je rajoute la slide. Oui, mais elle est vachement bien, donc t'as raison. Ok. Donc, on va passer rapidement au dernier thème. On est extrêmement juste en temps. Langage Fiesta. Alors, Langage Fiesta, c'est un titre que tu as inventé, Thibaut, et je crois que tu as pris des cours de danse pour pouvoir participer aux différentes conférences. Tu nous as fait des danses à peu près partout dans le monde sur cette slide. En fait, mais là, on peut... Partout, sauf un endroit où ça ne pouvait pas le faire, mais oui, on a dansé. Excusez-moi. Et oui, on a dansé là-dessus. Ok, on va pas pouvoir le refaire ici, désolé. Non. Donc on vous épargnera ce grand moment de solitude pour certains. Alors, 76 nouvelles commandes, c'est impressionnant. Tu vas nous parler desquelles? En fait, on va juste faire un rapide tour de quelques-unes. Créer dossier. Créer dossier accepte une étoile. Donc, vous savez qu'on améliore une commande en lui ajoutant une étoile. Alors là, créer dossier, c'est assez super. Ça crée tous les sous-dossiers s'ils n'existent pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai un dossier D0. En lui demandant créer dossier D0, D1, D2, D3, D4, une fois la commande exécutée, j'ai tous mes sous-dossiers créés intermédiaires. Donc ça, encore une fois, vous pouviez le faire avant, V12, V11, même depuis que les gestions de fichiers existent. Mais là, maintenant, une ligne de code. Alors, copier document, c'est un de mes favoris quand même. C'est-à-dire que copier document, maintenant, copier document qui accepte un document source et un document destination, maintenant, j'aimerais mettre un peu de coup de théâtre. Maintenant, fonctionne avec les dossiers. Wow. Donc, vous passez un dossier source, un dossier de destination, et ça vous copie tout. Bien évidemment, y compris les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers, tout, c'est une copie du dossier. Donc, ça va beaucoup plus vite que n'importe quel code qui aurait pu être écrit, puisque c'est exécuté en C++. Liste des documents accepte non pas une étoile, mais des constantes. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, récupérer la liste de tous les documents dans les sous-dossiers, etc., en un seul coup.
Sélectionner document vous permet d'afficher le dialogue standard de création de document en le prépositionnant sur un dossier, en suggérant un nom. Et si l'utilisateur valide, ça ne crée pas le document. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire après. Donc très rapidement, on a plein de nouveaux sélecteurs, hein, on en a plein. Par exemple, dans les formulaires, lire et écrire les raccourcis des boutons, les bulles d'aide ou l'activation de la correction automatique. Et en parlant de la correction automatique, on a ajouté le moteur de correction orthographique Hunspell, qui est celui utilisé par Mozilla dans Firefox ou dans OpenOffice, et qui vous ouvre la possibilité d'utiliser plus d'une centaine de dictionnaires qui devraient pouvoir couvrir vos besoins en termes de correction orthographique. L'aperçu sous Windows, alors ça, vous n'avez même pas une ligne de code à écrire. Automatiquement, en utilisant la V13, vos utilisateurs sous Windows, quand ils donnent un aperçu avant impression, ont droit au zoom in, zoom out vectoriel et aux pages suivantes, pages précédentes, revenir, etc. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui était demandé depuis très longtemps. Eh bien, c'est fait. Si vous êtes un développeur qui utilise des constantes, ce que, à titre personnel, je vous conseille vivement, plus besoin de les mettre dans un plugin servant juste à charger les constantes, vous pouvez les avoir dans un fichier XLIF, un fichier XML à côté de la structure. Si vous êtes éditeur, cette commande a été faite pour vous, ou même si vous en avez besoin d'ailleurs. En tout cas, elle a été demandée par les éditeurs. Ouvrir fichier de données qui ne fonctionnait que en 4D mono fonctionne maintenant en 4D serveur. Enfin, les préférences externalisées, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et très puissant quand vous livrez chez des clients, la même application chez des clients qui ont des structures et des équipements différents. Parce que vous pouvez, ce qu'on appelle les préférences externalisées, c'est tout ce qui est, par exemple, la taille du cache, le port d'écoute du serveur, lancer le serveur web au démarrage, etc. Et elles peuvent être externalisées, c'est une case à cocher dans les préférences, ça crée un fichier de préférence XML, et quand vous livrez votre application, vous livrez le fichier de préférence qui va bien à votre client. Très bien, on aurait pu, plutôt que l'appeler 4DLB, on aurait pu l'appeler 4DV76 alors. Oui. Bon. C'est une surprise ce slide, donc ouais. Mais c'est drôle. Oui, allez. Ok, je crois qu'on a fait le tour. On refait un tour général. Donc voilà. Vraiment, je me permets de réinsister sur le fait que c'est pas un tour, c'était un survol des principales fonctionnalités. La documentation de mise à jour est très importante et bien sûr, on ne pouvait pas en 40 minutes rentrer à fond dans le détail de chaque thème. Oui. Et d'ailleurs, on va vous proposer d'autres présentations, d'autres webinaires qui vont rentrer dans le détail d'un thème plus précis. Ah oui, absolument. Donc, dans les semaines qui viennent, vous recevrez des invitations pour participer à d'autres sessions centrées sur un thème précis. On ira beaucoup plus loin techniquement. C'est super, il nous reste exactement 12 minutes avant la fin de cette session. On va vous abandonner pendant 2 petites minutes. On vous laisse en compagnie d'une slide qui contient des liens utiles que je vous invite à noter. Et on revient tout à l'heure, on dépouille les questions qu'on a reçues et on essaiera d'y répondre pendant les 10 dernières minutes du mieux qu'on pourra. À tout de suite, merci. Restez en ligne surtout.
Merci pour votre patience. On a épluché un petit peu les questions qu'on a reçues. On espère y répondre un maximum. Alors voilà, on commence tout de suite. Thibaut, c'est moi qui pose les questions et toi qui fais les réponses. De toute façon, les questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre seront répondues par écrit plus tard. Hein. On répondra à tout. C'est équitable comme répartition des rôles. Moi, je fais les questions, toi les réponses. Ça me semble pas très équitable, mais je suis d'accord. Allez, on y va. Donc, première question, une vraie question rigolote. Est-ce qu'il fait trop froid pour sortir la V13? Oui. Ok. Alors, mais ici, dans la pièce, il fait bien chaud, donc elle va sortir. Elle est vraiment, on peut dire qu'elle est dans le tuyau de lancement, quoi. Ok. Alors, une question qui concerne, on a parlé de carbonisation et de cocoa. Est-ce qu'elle sera full cocoa ou pas? Mais quelle version? La V13. Ah non, la V13 n'est pas full coco, et je voudrais lever une petite ambiguïté au sujet de coco. Le but des applications Mac et pour 4D n'est pas d'être coco, c'est de ne plus être carbone, et c'est pas du tout pareil. Coco, c'est un framework de haut niveau. Faire de 4D un full coco ne répondra pas à vos attentes de développeurs 4D. Pour prendre juste un exemple tout bête, vous perdrez plein d'événements auxquels vous avez peut-être l'habitude de répondre dans vos formulaires. Donc notre but à nous, c'est de virer, pardon, je vais dire virer, mais ça ne se dit pas, c'est de retirer carbone. Alors on est coco là où ça a un sens. Par exemple, on est déjà coco pour les gestionnaires, pour les dialogues standards d'ouverture de fichiers et tout ça. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être que tu écrives un super blog là-dessus, comme ça, tu pourras t'exprimer de façon complète. C'est une bonne idée. Allez, je remercie d'avoir suggéré. Il y a plein de questions. Une question, bon, on ne va pas y répondre, c'est est-ce qu'on peut exporter les méthodes vers un serveur Subversion? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que les fichiers données V13 sont compatibles avec V12, tel que V12 était compatible avec V11? Oui. Vous pouvez ouvrir en V12 un fichier de données que vous avez converti en V13. Il faut cocher la boîte de compatibilité en V12. Et bien sûr, il y a deux précautions. Il faudra réindexer en V12 parce qu'on a changé le mode d'index des textes en V13. Donc, il faudra réindexer en V12. Il suffit de jeter le fichier .4dx. Ouais. Et si vous avez utilisé la gestion des documents externes, vous aurez un problème en V12, votre fichier de données ne marchera pas. Donc, à ces deux restrictions près, oui. On nous demande si le test de serveur web que tu as fait a été fait avec 1 million de requêtes. Non. Non, il a été... Petit bras. Non, il a... pas 1 million, mais je compte bien mettre en place sur Amazon un système qui gérera des millions de requêtes. Alors, quelle est la librairie utilisée pour faire le HTTP GET? Est-ce que c'est pareil qu'avec la commande curl? Non, c'est pas pareil qu'avec la commande curl, mais je préfère vérifier quand même, parce que ça, c'est très technique, C++, donc je vérifierai auprès de Laurent Hainaut, le chef du développement, mais je ne crois pas, mais je confirme plus tard. Donc on est félicité sur l'éditeur de Lisbox de la hauteur de cellules, qui ressemble beaucoup à Excel, finalement. Oui. Mais est-ce qu'il est possible de passer la couleur d'une seule cellule d'une Lisbox sans passer par du texte riche? Alors j'aime pas dire non, mais là je vais dire non en fait. Pour le moment on ne peut pas. En V13, mais j'aurais bien aimé que la question ne précise pas que ce soit sans passer par le texte riche, parce que j'aurais répondu que vous pouvez par le texte riche, ouais. Mais sans passer par le texte riche, on n'a pas encore en V13 le formatage précis au niveau de la cellule, les propriétés au niveau de la cellule. Alors est-ce qu'il est possible d'écrire par 4D des métadatas sur les images indexées? Ah oui, bien sûr, mais ça vous pouvez le faire depuis la V12. Depuis la V12, vous avez des commandes qui sont lire et écrire, alors je peux commencer, picture, image, metadata, image, des choses comme ça. Donc oui, vous pouvez le faire. Est-ce que la V13 a des changements en ce qui concerne l'Unicode? Non. Non, alors ce que je veux dire, par contre, j'en profite pour passer un message, il faut que vos bases soient en Unicode. Il y a un jour, dans une prochaine version majeure, où on arrêtera le support du mode ASCII, parce que c'est compliqué de le supporter. Donc, il faut passer en Unicode. Alors, est-ce que la compatibilité avec les sous-enregistrements est encore conservée en V13 ou est-ce que c'est fini? C'est conservé en V13, c'est conservé, c'est pas fini, mais il permet encore de commander, bien sûr. Il faut absolument retirer vos sous-tables. D'accord. Alors, est-ce que, à propos des métadatas dans les fichiers images, 4D permet-il de créer des mots-clés qui servent ensuite à la recherche? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Grâce à la commande écrire image, métadata, je ne me rappelle plus exactement son nom, vous pouvez
charger un enregistrement, modifier l'image, modifier les métadatas de l'image et le stocker, ce sera automatique. Ensuite, est-il possible de définir les propriétés cellule par cellule dans une... on a déjà la même question tout à l'heure un petit peu. Je pense que c'est redondant. D'accord. Et tu m'obliges à répondre 2 fois non. Non. Alors, est-ce qu'on gère les en-têtes dans les listbox? Je comprends pas la question, mais oui, on gère les en-têtes. Oui. D'une façon... Oui, et chaque en-tête est un objet isolé. On peut changer la hauteur de l'en-tête, etc. De la même façon, on peut fixer la hauteur de l'en-tête en ligne, en nombre de lignes aussi, etc. Oui. Ouais, on nous parle aussi de fichiers PDF. Est-ce qu'on gère les fichiers PDF dans les métadatas, dans les textes, dans les fichiers images, dans les indexations images? Non. Parce que non, ça n'indexe pas les PDF. Je suis pas sûr de comprendre la question, mais ça y réfléchira, si on importe un PDF, on n'indexe pas les mots qui sont dans le PDF. C'était ça. Quelles sont les améliorations au niveau de l'éditeur de recherche? Est-ce qu'il y a du nouveau ou pas? Bon, on verra. Il n'y a plus de son. Non, il n'y a pas, en V13 pour le moment, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas de changement. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut intégrer un tableau dans une cellule de listbox? Ça a l'air compliqué. Un tableau. Alors, si c'est pour afficher un pop-up, oui, ça on peut déjà le faire. Si c'est pour afficher en fait plusieurs lignes dans une cellule, oui, une cellule peut afficher plusieurs lignes avec un retour chariot entre chaque ligne. Mais si c'est pour afficher une sous-listbox dans une cellule, si ça c'est la question, non. Ok. Alors, on nous pose une question qui concerne Wakanda. Wakanda et V13, pour l'instant, il n'y a pas de pont direct. Il n'y a pas de pont direct, mais Wakanda peut ouvrir une structure V13 en mode read-write exclusif avec la commande Open for Debase, dont on a parlé pendant le webinaire. Ok. Alors, on nous réclame un tutoriel pour apprendre à correctement se débarrasser des sous-tables. Tu penses que c'est une bonne idée, ça? Je pense que c'est une excellente idée. Je suis à 2 doigts de me demander si c'est pas déjà fait. Ah oui? Oui. Il y aurait une autre technique quelque part? Je crois qu'il y a déjà quelque chose de fait là-dessus. Je ne suis pas convaincu, mais je pense que c'est une excellente idée. Alors, est-ce que tu as en tête les versions minimum des systèmes pour sous OS et sous Mac? Tu les as pas en tête? Si, je les ai C'est trop tard. Non, c'est trop tard. Tu n'auras pas le temps de chercher. Alors, un pop-up dans une cellule, un menu déroulant dans une cellule, c'est possible? Oui, ça c'est possible. C'est possible. Je pense qu'on est en train de vous faire les dernières questions. Alors, est-ce qu'il est possible, j'en prends une au hasard parce qu'il y en a beaucoup qui tombent, est-ce qu'il est possible d'utiliser la molette de la souris pour zoomer et dézoomer sur une fenêtre image? Je suis... Ouais, t'as pas la réponse? Non. Alors le système, c'est Windows XP, SP3, voilà. Windows 7 et macOS 10.6.8. Ben voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter parce qu'on s'est engagé à être exact au niveau du temps. Tout le monde a un planning à respecter. Donc on vous remercie beaucoup. On a fait de notre mieux pour vous faire le meilleur webinaire possible. J'ai beaucoup souffert, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Oui, c'est parce que des fois il est pénible. Thibaut, t'es un peu cruel. Enfin, j'attends. Donc je vous confirme que Thibaut ressemble exactement à ça. Il a mis son bandeau pour faire le webinaire, pour être en forme. Donc on vous donne rendez-vous. Ça veut dire 4D, ça déchire. Voilà. Et on vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. On va vous envoyer une petite enquête de satisfaction après ce webinaire, sur lequel on serait vraiment très content que vous nous fassiez vos suggestions. Et également, vous aurez un lien qui vous permettra de visionner l'enregistrement de ce webinaire. Et enfin, on répondra à toutes les questions par écrit, puisque là, on a traité une petite partie seulement. Et vous aurez toutes les questions par la suite. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne journée pour ceux qui nous appellent de l'autre côté de l'Atlantique. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.